Movies, l'émission cinéma de ceux qui aiment le cinéma en salle. Une émission présentée par Hervé Bré. Bonjour Hervé. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et donc Patrick Servel en face de moi qui a l'air en forme. C'est moi, le mois de mai, les beaux jours sont de retour et le mois de mai, c'est bientôt Cannes. Mais avant tout ça, on va vous causer cinéma, on va vous causer film en salle et on parlera par exemple de Laroy ou comment les frères Cohen ont trouvé des héritiers. Science-fiction, dystopique pour ce film d'animation hongrois et le film s'appelle Skydome 2123. Lorsque l'angoisse nous étreint à la frontière américaine, c'est Borderline. Une caméra documente le travail d'un psychiatre dans un hôpital public de banlieue, ça donne État limite. Une plongée dans le monde des marchands d'art, c'est le tableau volé. Le Nevada, la progestérone, c'est un western et ça donne jusqu'au bout du monde. Ah bon? Un western sous progestérone? Oui. Et nous demanderons peut-être si l'esprit est là. L'esprit es-tu là? C'est à Oulan-Bator et c'est en Mongolie. Ça s'appelle Un jeune chaman. Donc un beau programme et pour ce nouvel opus de Movies, et bien évidemment, il me regarde là Hervé, bien sûr que l'on aura la deuxième couche et peut-être aussi que l'on parlera des films que l'on a dans le viseur. Et tu veux parler également de deux autres films, t'as pas cité, mais on peut le dire dès maintenant, Un jeune chaman et La fleur de Buriti, ça tiendra peut-être dans les bonus. Alors, Un jeune chaman, je viens de le dire si tu m'avais écouté. Amal, un esprit libre. Voilà, ou l'obscurantisme religieux dans un lycée belge, et puis autrement, donc Massacre à la tronçonneuse dans la forêt amazonienne. Le film documentaire, c'est La fleur de Buriti. Et on aura sans doute dans les bonus également un petit topo sur Cannes à Venise. Cannes à Venise, c'est pas mal ça. Cannes à venir. Oui, alors, si t'es en forme, je crois que c'est toi qui commence. Oui. Hein. Alors, je veux parler de Skydome 2123. Science-fiction animée d'origine hongroise, plutôt ambitieuse dans son récit et dans sa forme, même si pas réussi, on va dire, à 100%. La séquence d'intro du film nous fait traverser Budapest au 22e siècle, tout en néon, béton et rues géométriques, plutôt déshumanisées, figées sous un dôme protecteur de verre et de métal, alors que la Terre est à l'agonie, asséchée et privée d'air. Bref, un futur pas très drôle. L'humanité s'est réfugiée dans ces types d'oasis artificielles, partout sur la planète, et on apprend que la durée de vie sous ces Skydomes, donc, est limitée à 50 ans. Au-delà de cet âge de péremption, pour le bien-être de la société, les corps sont recyclés. Bon, on n'ira pas là. D'une façon plutôt originale, donc je laisse découvrir aux spectateurs. Alors, on a Nora, une femme qui a l'air assez dépressive, qui veut en terminer avant l'heure et qui prend des mesures pour ça, mais son compagnon Stéphane va tenter de l'en empêcher en partant avec elle rechercher l'aide d'un scientifique exilé au-delà du dôme, et ce qui est interdit. Alors, on a affaire à une technique d'animation hybride, mélange de deux choses, des images modélisées numériquement en 3D pour ce qui est des décors,
et d'animation manuelle en rotoscopie pour les personnages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnages sont redessinés image par image à partir de prises de vue de vrais comédiens. C'est par exemple la technique utilisée dans le récent La jeune fille et les paysans, film d'animation polonais qui est peu resté à l'affiche d'ailleurs. Les mêmes avaient créé aussi La Passion de Van Gogh il y a 6 ou 7 ans, où des tableaux du peintre s'animaient. Alors ça surprend un peu cette juxtaposition au début, ça donne des images souples, un peu saccadées, superposées à un arrière-fond soit urbain, très géométrique, soit désertique et post-apocalyptique. Mais on s'y habitue, et moi je trouve que le voyage visuel vaut le coup. Alors, question thématique, c'est un mélange de classiques de science-fiction dystopique, comme par exemple le dessin animé philosophique japonais Ghost in the Shell, ou alors on peut penser aussi à Soleil Vert, du moins pour ce qui est du début. Mais, un problème, ça vire ensuite un peu à la fable New Age, écolo-survivaliste, avec un savant fou un peu perché, dans une deuxième partie que j'ai trouvée moins convaincante, car un peu trop mystique pour moi. Alors, je peux donner le nom du duo de réalisateurs de cet objet quand même atypique, esthétiquement parlant. Ça me fera un exercice linguistique. Alors, on a Tibor Banowski et Soralta Szabo. Et le titre original hongrois, c'est Moaniag Egbolt. C'est du hongrois et je parle l'hongrois court. Couramment, ça on le sait. Alors, oui. c'est destiné à qui? Aux grands ados quand même et aux adultes. Dans la veine d'un autre film d'animation dystopique récent, tu te souviens, le français Mission to Mars, ça s'appelait comme ça? Tout à fait. Alors, je dirais un peu moins bien réussi. Et non, Mars Express. Ah, Mars Express. Pourquoi je dis Mission to Mars? C'est autre chose. Mars Express, tu as raison. Je dirais quand même un peu moins réussi et sans doute un peu trop long, près de 2 heures, parce que le final s'éternise un peu. Dans la région, Skydome 2123 est encore à l'affiche quelque temps, à l'Utopia, et j'ai vu à la Lanterne de Bègle, et sans doute ailleurs aussi dans des territoires plus reculés, au-delà du Skydome de Bordeaux. Ah bah très bien, voilà. Et maintenant, on change de... on revient au présent, quelle année, avec un film américain situé, difficile à situer d'ailleurs, c'est Laroy. Leroy. Leroy ou Laroy? Ouais, bah ça dépend comment on le prononce. Okay. Alors, un conseil, pour ce film, ne soyez pas en retard, parce que la première scène du film est assez jouissive. Je croyais que tu allais dire un conseil, n'écoutez pas ce que je vais vous dire avant d'aller voir le film. Alors, dans cette scène, on découvre que faire du stop la nuit sur une route paumée du Texas, c'est pas une sinécure. Alors, Laroy, ou plus exactement, l'affiche du film pose la question... Where the fuck is Laroy? Qu'on pourrait traduire par mais bordel, c'est où Laroy? Voilà, ça pourrait être un peu la traduction de ce film. Laroy, c'est aux USA, quelque part au Texas, pour être plus précis, donc dans ce bled paumé où on retrouve Ray qui apprend, sans le vouloir, il n'avait rien demandé, que sa femme le trompe. Il ne demandait rien, le garçon. Et contre toute attente, sa réaction, c'est de se garer sur un parking d'un minable motel et de tenter de se suicider. Ray, c'est plutôt un loser dans la vie. Et même là, son suicide, il va le rater, car un inconnu fait irruption dans sa voiture, pensant que Ray est le tueur qu'il a engagé. Voilà. Le film est parti pour 1h52 de folie, de rebondissement. Alors, le réalisateur, c'est Chen Atkinson. On le sent, c'est sûr, c'est un amoureux du cinéma des frères Cohen. Laroy, c'est son Fargo au père Atkinson. Et sa petite ville de Laroy est aussi petite, aussi insignifiante que le Fargo des Cohen. Alors, les protagonistes, eux aussi, sont complètement barrés. Alors, outre John Magaro, Ray, le loser, on a, alors là, c'est Steve Zahn, Skip, alors un ancien flic qui s'est reconverti en détective. Enfin, détective, c'est lui qui le dit, car on ne peut pas vraiment dire qu'il soit reconnu en tant que tel. Il suffit de voir comment ses anciens collègues policiers lui font des blagues, pas toujours très drôles. Il encaisse, le gars. Il dit que un jour, son talent d'investigateur hors pair sera reconnu. Alors, il a une façon aussi très personnelle de faire passer des interrogatoires. On peut dire que c'est quand même assez exotique, la façon dont il cherche des renseignements. Alors,
si côté masculin, c'est pas terrible, côté féminin, c'est pas plus reluisant. La femme, celle qui tromperait, alors c'est une ancienne Miss locale qui, elle, pense toujours être dans le haut de l'affiche. C'est Stacy Lynn, interprétée par Megan Stevenson. Il faut vraiment le déplacement excusez-moi, mais en blondasse sur talons hauts, très habitée par le sexe et pas forcément par celui de son mari. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, Leroy, est une comédie. Comédie décalée, comédie barrée, mais c'est bien une comédie. Nous, on est vraiment dans la lignée des Coen, je l'ai déjà dit tout à l'heure, les Barton Fink, les Fargo, les O' Brother. Alors, on a quand même dans ce film la vision assez attendrie de ces seconds couteaux, ceux qui sont jamais des héros, ils sont attachants dans ce film. Le film n'a pas de cruauté, je trouve, envers eux. Il se moque avec force, mais néanmoins avec gentillesse de ces losers, que je dirais losers magnifiques. Alors, il y a quelques semaines, on avait Ethan Coen qui nous proposait son Drive Away Girls. Là, c'était un Coen sans son frère et c'était surtout un film raté. Lui, Atkinson, il a tout compris et son film est du très high level. Premier film prometteur. Moi, j'attends avec impatience le deuxième opus. Qu'en as-tu pensé, toi, Hervé? Ouais, histoire de quiproquo finalement, prétexte à une plongée dans l'Amérique profonde, difficile à dater d'ailleurs. Il y a des téléphones portables qui nous disent que c'est après 2000. Ouais, mais il y a des voitures très vintage, et alors c'est vraiment épatant, avec tous les clichés qu'on adore, et qu'on adore moquer aussi. Alors tout y est, je fais la liste, Stetson, flingue, bagnole vintage, motel miteux, diners, bouge avec pole dancing, concours de minimis, redneck bas du front, bimbo vulgaire, liasse de dollars convoité, la totale quoi. Et tueur à gages imperturbable, qui fait tout à fait penser d'ailleurs à celui de la série Fargo, ou à celui de No Country for Old Men, pour son côté tenace. Quand on commence, on va jusqu'au bout. Puisqu'en effet, donc on peut pas s'empêcher de penser aux comédies noires des frères Coen. Mais l'élève doué, Shane Atkinson, dont c'est le premier long métrage, tu l'as dit, il dépasse les maîtres, et nous a concocté quelque chose de bien mieux ficelé que le dernier opus d'Ethan Coen dont tu parlais, qui était Drive Away Dolls. Je sais plus ce que tu as dit. J'ai dit Girls, peut-être, ouais, c'est Dolls. Ouais. Celui-là voulait faire trop déluré et moderne avec un hyper-féminisme qui tombait un peu à plat. Ici, que du classique, jouissivement recyclé. J'ajoute une cerise sur le pancake. La bande musicale accompagnant les images, tendance country blues rock à la ZZ Top, est impeccable. Tu as raison. Vraiment, le terme, je crois, qui caractérise ce film, c'est jouissif. Soleil. Porque trato yo también cuando tú me hablas como a un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo. Malnutrición me estás dando. Mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también cuando tú me hablas como a un cabrón. Me estás dando.
Waouh! Malavida, la Mano Negra, tube de 98 du gang de Manu Chao avant sa carrière solo, entendu dans le film Nos Frangins de Rachid Bouchareb l'an dernier. Alors on va tâcher maintenant, Patrick, de traverser, de passer la frontière des États-Unis en convainquant la police des frontières. Pas facile. Ouais, alors c'était le 1er mai, pas le film, hein, mais le 1er mai, je sais pas si vous vous souvenez, le temps était pourri, alors c'était idéal pour aller au cinéma. Et il y a un film annonce qui m'avait donné envie de découvrir le film, qui vient de l'autre côté des Pyrénées. Donc, il s'appelle Borderline. Alors, traduction littérale donnerait la ligne de démarcation, alors pas celle de la Seconde Guerre mondiale, mais celle qui délimite deux frontières, deux pays. Et la ligne, en fait, qu'il faut franchir pour entrer dans un pays. Alors, être borderline aussi, on l'utilise quand on dit quelqu'un, il est à la limite, il est sur la corde raide, et il est prêt à passer de l'autre côté. Et l'autre côté, souvent, ça peut être l'autre côté de la raison. Là, la raison, il risque de la perdre à un moment donné, c'est Diego et Elena. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui leur arrive? C'est à ce couple, eh bien, ils sont en train de quitter Barcelone. Leur idée, c'est d'abord d'aller à New York. Leur but final étant donc de quitter l'Espagne pour leur Eldorado. Et leur Eldorado à eux, c'est Miami, qui est pour eux, normalement, un nouveau départ. Alors, c'est toujours stressant, ces contrôles aux entrées aux USA. Est-ce qu'on a bien rempli la fiche de renseignement? Est-ce qu'on a bien indiqué qu'on souhaitait pas assassiner le président? A-t-on bien indiqué qu'on n'était pas communiste? Alors, est-ce qu'on comprend bien toutes les questions qui nous sont posées après avoir passé quand même 7 heures en classe éco dans ce Boeing, rappelons-le, qui était rempli à bord? Alors là, apparemment, il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi ce contrôle s'éternise? Rien ne nous est dit. Et surtout, rien n'est dit à Diego et Elena. Et à partir de ce moment-là, la tension va faire que monter. Bon, heureusement pour nos nerfs, ça ne dure qu'1h15. Mais c'est bon, c'est un bon thriller qui distille lentement les interrogations qui vont poindre dans notre esprit de spectateur. Un peu comme on avait pu voir dans des films comme Garde à vue, par exemple, ou Usual Suspect. Et là, on va pas avoir un instant de répit dans ces face-à-face. Alors, et là aussi, ce qui a été intéressant dans le film, c'est que de nous proposer que le policier qui va mener l'entretien, ce policier, c'est une policière latino, ouais. Oui, latino, qui elle aussi, on l'apprend, il y a quelques années, a dû s'expliquer, argumenter pour être admise à entrer. Donc là, en fait, le film va tourner autour de l'interrogation « Pourquoi, véritablement, ce couple veut venir aux États-Unis ?» Et donc, l'interrogatoire va porter sur leur motivation. Donc, je l'ai dit, la policière qui, elle, en a bavé, on se demande, à des moments donnés, si elle n'est pas en train de jouer un jeu, une sorte de vengeance. C'est intéressant. Alors, certains vont dire, et peut-être qu'Hervé le dira tout à l'heure, que c'est du théâtre filmé. Parce oui, que j'allais le dire. Donc, avec une succession de chants contre chants. Mais moi, quand c'est efficace, j'en redemande. Pensons au film, par exemple, Le Limier. Ouais. Le Limier est un grand film. C'est d'après une pièce de théâtre. Mais huis clos aussi. C'est le huis clos. Alors, moi, ces films qui sont ciselés comme cela, comme il y a quelques semaines, quand on découvrait La salle des profs, des films où il n'y a pas de fioriture, où on va à l'essentiel. On se rend bien compte que pour ce film, le réalisateur, au niveau du montage, n'a gardé que ce qu'il fallait garder pour que le film, garde son rythme. Donc pour moi, c'est un film d'une étincelante précision et que je vous conseille. Il faut savoir quand même que c'est un peu stressant quand même. Ouais, angoissant, ce suspense avec deux existences suspendues à un bout de papier, donné ou pas, selon le bon vouloir d'agent de police des frontières de l'aéroport de New York. D'autant plus impressionnant pour moi, Patrick, car je me suis revu dans une situation identique, en plus light quand même. J'arrivais aux États-Unis avec ma compagne qui possédait un visa de travail, le mien ayant expiré. Et ça a paru louche. Donc, exfiltration, sans pouvoir communiquer à l'extérieur et attente.
En plus, j'avais eu la mauvaise idée d'avoir dans mes bagages, comme souvenir de mon dernier passage aux États-Unis, un faux badge de conducteur de taxi, genre étoile de shérif. Donc, suspicion de vouloir travailler au black, cuisinage en règle, stress et correspondance ratée, comme dans le film. Film vraiment réussi, hein, avec peu de moyens, décor minimal, quoi. Il y a une salle d'attente et une salle où se déroulent les interrogatoires serrés et contradictoires, huis clos, et avec peu de personnages, ils sont tous très forts d'ailleurs, hein, les acteurs sont impressionnants. C'est l'intérêt et aussi la limite, hein, de ce thriller minimaliste, avec des plans, tu l'as dit, qui se bornent essentiellement à des alternances de chant contre chant entre les protagonistes et leurs inquisiteurs. Bon, comme le tout est très resserré dans le temps, ça passe finalement, car le côté théâtre filmé dure peu, avec une fin aussi pour le moins expéditive. Ouais. Donc on a un peu un état limite pour ce Borderline. Mais toi, t'en as vu un autre état limite. Tout à fait. État limite, c'est le 3e long métrage documentaire d'un réalisateur français qui a la quarantaine, qui s'appelle Nicolas Peduzzi. Les 2 premiers ayant été tournés en territoire nord-américain. Alors, dans un hôpital de la banlieue parisienne, la caméra suit un psychiatre visitant ses patients atteints de troubles mentaux, en grande fragilité médicale et également sociale, hein, on le voit bien. Alors il s'appelle Jamal Abdelkader et la caméra ne le quitte pas d'une semelle. Et c'est le seul psychiatre de l'établissement. Il a donc du pain sur la planche pour gérer toutes les crises. Dans de rares moments de répit, ce trentenaire parle avec ses collègues, infirmiers et aides-soignants. Ils discutent de leur parcours professionnel, partagent leurs difficultés et des interrogations sur le sens de leur travail. On apprend par exemple qu'il a passé sa jeunesse avec l'hôpital comme terrain de jeu, parce que ses 2 parents, venus de Syrie, étaient médecins hospitaliers logés sur place. Ah oui, c'était pas des malades. Non. Donc il connaît très bien le milieu hospitalier depuis qu'il est tout jeune. Alors on a vraiment affaire à un saint laïque, impressionnant d'empathie, d'attention et de sens du dialogue apaisant face à des patients en détresse. À la fin, on a envie de l'embrasser pour ce qu'il fait et ce qu'il dit, en fait. Hein. C'est vraiment bouleversant d'humanité. On se dit que des personnages comme ça qui existent dans la vraie vie, c'est quand même beau. Alors, malgré les difficultés rencontrées, et des difficultés, il y en a, et elles sont pointées dans le film. L'état limite du titre, c'est celui dans lequel se trouve notre psy Mère Teresa, hein, énergique et mélancolique en même temps, dont on sent bien, malgré tout son dévouement, qu'il galère pour parvenir à mener à bien sa mission. Et l'état limite, c'est aussi l'état dans lequel se trouve la psychiatrie hospitalière en France, rongée par le manque de moyens. Alors, moyens accordés par l'État, qui limite justement les fonds alloués à ces services. Donc ce titre état limite peut aussi s'entendre dans ce double ou triple sens. C'est un constat de délabrement qui est partagé par tous les spécialistes du domaine, hein, aggravé, paraît-il, par la crise du Covid. Et ce documentaire, pas du tout militant ni larmoyant d'ailleurs, hein, il nous montre l'épuisement de ceux qui le portent et le subissent au quotidien. Évidemment, on ne peut s'empêcher de penser au travail récent de Nicolas Philibert sur le même sujet. Je veux parler de sa trilogie sur la psychiatrie et en particulier le 2e volet, Averroès et Rosa Parks, qui documente lui aussi le quotidien d'un service mais à 100% psychiatrique de banlieue. Alors il est encore à l'affiche en ce moment et j'ai dit tout le bien que j'en pensais lors d'une émission précédente. État limite est de la même veine, avec une caméra discrète et respectueuse. On est au plus proche des gens, dans l'intime, mais sans voyeurisme. Mais là où Nicolas Philibert s'intéresse surtout aux patients, tout en filmant aussi plusieurs intervenants médecins, Nicolas Peduzzi se concentre sur un seul thérapeute, acteur de cette tragédie qui est la folie, entre guillemets, folie dont il montre bien que la prise en charge est négligée par les institutions. Alors c'est sûr, hein, État limite, c'est pas le genre de film feel good du dimanche soir. Il fera sans doute moins d'entrée que Ducobu ou le film d'Artus, là, un petit truc en plus, mais il a le mérite d'exister et de procurer des émotions vraies, tout en tirant la sonnette d'alarme. À noter, je sais pas si tu as vu une très belle affiche, un type en blouse blanche qui court, photographié
du dessus sur fond rouge sang. Elle est percutante comme l'est le film. Visible pour quelques séances encore, je crois, à l'Utopia de Bordeaux et j'espère ailleurs. Un souvenir ou deux, pour la vie y a pas mieux. 1, 2, 8 souvenirs ou 9, bien au chaud dans mon 9, 10, 20, 21 souvenirs, toutes seules en son sein. Dans ses eaux j'étais bien, 2 battements de cœur. Je n'avais pas peur. Vers la lueur, je me souviens de tout, et des cris et des coups, de la lumière et de l'air. Un souvenir sur 100, le sifflement du vent lointain. Un souvenir sur 1000, la rumeur de la ville au loin. 1001 souvenirs, on brise ma coquille, des yeux qui s'écarquillent, une main sur le cœur. Et je n'ai pas peur, même si je pleure, je me souviens de tout, d'une peau, d'une joue, de l'air et la lumière. Juliette Armanet, qui n'est pas étrangère au cinéma. C'est pour ça qu'elle est là avec nous d'ailleurs. Où est-ce qu'on l'a entendu ? Ah, ben d'abord, elle n'est pas étrangère au cinéma parce qu'elle a fait quelques apparitions en chanteuse dans 2 ou 3 films au début de sa carrière. Et elle est vraiment très étonnante dans un court-métrage drôle qui a eu le prix du public à Clermont en 2021, qui s'appelle Partir un jour, avec comme partenaire Bastien Bouillon. Partir un jour. Il y a ça, c'est vrai, tout à fait, c'est un jeu sur les chansons populaires. Enfin, on la voit actuellement, je sais pas si tu te souviens, tenir un second rôle dans Rosalie, dont on vous a parlé la dernière fois. Oui, elle apparaît. M'étonnerait pas qu'elle s'investisse un peu plus dans le 7e art. J'ai résisté aux pressions qui voulaient que je passe son tube Les derniers jours du disco à la place du titre qu'on vient d'entendre, qui s'appelle Un souvenir ou deux, créé pour la bande originale du film d'animation récent Linda veut du poulet et chanté sur le générique de fin. Oui. Bah, tu me lances pas, là ? Bah, qu'est-ce que tu veux que je te lance ? On retourne aux États-Unis, bah c'est ouais, ça ? ouais. Pour un titre original, mais un peu énigmatique. Le titre original, c'est The Dead Don't Hurt, qu'on pourrait traduire par Les morts ne font pas de mal. Mais en France, les distributeurs ont choisi, c'est jusqu'au bout du monde. Alors, le titre a du sens, hein, puisque un des rêves d'un des protagonistes est d'aller vers l'océan, et pour lui, le bout du monde, hein, c'est dès lors que l'on arrive à l'océan, et cet océan, bien sûr, c'est le Pacifique. Lui, il s'appelle Holger Olsson. Alors, il fait partie des premiers immigrés venus de l'Europe. Lui, c'est le Danemark dont il vient. Alors, s'il y a lui, il y a elle s'appelle Viviane Lecoudi. Bon, déjà, on voit qu'avec un nom comme ça, on a plutôt des origines qui ont une connotation française, puisqu'elle vient du Canada. Et c'est auprès on le découvre pendant le film, c'est auprès de ses parents qu'elle a découvert le monde animal, le monde végétal. Il y a par exemple des scènes où on voit sa mère qui la laisse explorer la forêt environnante sans trop s'inquiéter de savoir ce qu'elle va pouvoir rencontrer, de ce qu'elle va pouvoir faire. Et avec son père,
Bah, son père, par exemple, il est là la première fois où elle va utiliser un arc pour chasser le gibier. Alors, Vivienne, c'est une femme résolument indépendante. Hein. Elle est vraiment indépendante, cette femme. Elle va néanmoins, à un moment donné, un petit moment de faiblesse sentimentale, elle va tomber sous le charme du dénommé Holger. Alors, c'est elle qui va délibérément choisir, hein, elle a choisi cet homme, elle va l'accompagner chez lui, au fin fond du Nevada, dans sa ferme. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que la ferme, elle va la trouver particulièrement moche. Elle va même se poser la question de savoir comment cet homme avait pu trouver un endroit aussi minable. Bon, mais on va découvrir que Vivienne, avec 3 fois rien, elle est capable d'en faire quelque chose. Hein. Et d'ailleurs, comme disaient certains, rien, c'est pas rien, puisqu'il existe moins que rien, et elle va faire 3 fois rien. Bon, ça, c'est une autre histoire. Alors, puis j'ai parlé de son indépendance. L'indépendance, forcément aussi, l'indépendance, elle est financière. Et elle va trouver un job dans un saloon tenu par un tenancier. Alors, un tenancier, un homme de paille, hein, puisqu'il est aux ordres d'Alfred Jeffries, l'important propriétaire terrien. Et le propriétaire terrien, il a beaucoup de défauts et surtout, c'est d'avoir un fils Weston, un fils brutal. Et pendant le film, on verra que sa brutalité est quasiment sans limite. Alors, si j'en reviens à Holger, donc c'est un mec testostéroné, et quand on parle de guerre de sécession qui éclate, bah lui, son premier réflexe, c'est de monter son cheval, y attacher ses fusils, et puis partir à la guerre. Alors, comme beaucoup de ces hommes, et à n'importe quelle époque, pensant que la guerre n'allait pas être bien longue. Hein. C'est quand même dingue, comme les mecs sont pas très fufutes. Hein. Enfin, bon, alors elle va rester seule, attendant le retour du guerrier. Pendant ce temps, elle va rester donc seule et elle va affronter moult difficultés, et pas des moindres, et je vous en dis pas plus. Alors, ce film, c'est quand même d'une facture assez classique. Hein. Le thème, en tout cas, c'est le western. Mais la petite différence, c'est comme on avait eu, quand vous vous souvenez, avec Johnny Guitar, avec John Crawford, là, c'est la femme qui mène la diligence. Les hommes, là, dans ce film, ne sont que des petits garçons qui ont mal vieilli. Hein. Ils restent fanatiquement attachés à leur revolver, ils ne pensent qu'à s'en servir, et grosso modo, la seule question qui se pose, c'est de savoir qui fait pipi le plus loin. C'est vraiment, les mecs, c'est pas terrible. Alors, Viggo Mortensen réalise et interprète le rôle masculin. Bon, il reste très attachant. Hein. Elle, c'est Vicky Krieps, très bien comme le film. Alors, on pourrait penser, quand on voit ce film, moi, j'ai pensé à des choses comme Out of Africa, un petit peu, pour ce rapport homme-femme, et aussi un petit, avec un héros de beaucoup de western, j'ai pensé à La Route de Madison aussi un petit peu, ce rapport entre cet homme et cette femme. Peut-être moins romanesque quand même, ouais. Plus violent aussi. Ouais. Alors il y a par contre, il y en a un qui est un peu raté, c'est le méchant, c'est vraiment trop caricatural. Ça c'est vraiment, c'est dommage parce que il est pas crédible dans. Alors des gros cons, il y en a, mais là celui-là, je pense qu'ils auraient pu rajouter un peu plus de finesse dans sa cruauté. Voilà, je sais pas, moi quand je pense à des méchants, dans Il était une fois dans l'Ouest, le père de la fille. Mm-hmm. Ça va revenir, ça va revenir. Il était Pete Fonda. John. Fonda. Henry Fonda, il y avait quand même ce côté méchant, mais on sentait quand même quelque chose derrière. Bon, film féministe, c'est peut-être un peu dans l'air du temps. Moi, j'ai passé quand même un bon moment dans ce Nevada, même si la ferme était vraiment moche. Alors, de nouveau, une lecture contemporaine du mythe de l'Ouest américain, avec violence sauvage quand même, corruption des édiles locaux, masculinité toxique et personnage féminin central, l'intrépide et atypique Vivienne, donc, dont on suit le parcours de l'enfance jusqu'à la mort.
Est-ce que c'est pas vraiment un scoop de dire qu'elle meurt parce que ce sont les images assez étonnantes de son décès qui ouvrent le film. J'ai trouvé que c'était assez curieux de commencer comme ça. On a affaire aussi à un revenge movie, comme on dit, c'est-à-dire un film de justicieux à l'œuvre pour une vengeance familiale. Alors, tu parlais, il était une fois dans l'Ouest finalement, hein, avec même un classique duel final. On peut aussi penser à un autre western de la même veine, mais plus ancien, vu récemment à la télé, s'appelle Desperado avec Gregory Peck. Alors la construction de l'histoire est très bien menée, qui entremêle donc des temporalités différentes, avec de multiples flashbacks. Bon, lumière, décor, tout est superbe. J'ai vu à la fin que c'était filmé au Mexique et en Ontario, pas du tout dans le Nevada où est censé se dérouler l'histoire. Alors bémol comme toi, qui gâche un peu tout quand même. Le méchant manichéen, bête et sadique, personnage caricatural, je sais pas, comme toi, dommage, ça m'a paru daté un peu et vieillot pour un film qui se veut un western assez contemporain quand même. Viggo Mortensen, alors tu as dit, réalisateur scénariste, à la fin j'ai vu compositeur de la musique aussi, oui, et il s'est donné un beau rôle de charmeur et redresseur de tort. Mais quoique, en y réfléchissant bien, pas tant que ça, hein, il a lui aussi, moi je trouvais un côté lâche, comme beaucoup d'autres hommes. Ah oui, quand il part, là, quand il s'en va, là. Oui. Il laisse sa femme se débrouiller seule bien longtemps, quand même. Hein. Et Vicky Krieps, c'est magnifique en Vivienne. C'est un peu la seule lumière de ce western vraiment sombre. Alors après le Nevada, je crois je crois pas, je suis sûr, on revient en France, dans un milieu qu'on connaît pas forcément et que là on va découvrir le milieu des marchands d'art. Comment tu ne connais pas ce milieu, Patrick? Non, moi je le connais très bien. Bien sûr. Le film s'appelle Le Tableau volé et le tableau en question c'est une nature morte du peintre autrichien Egon Schiele, peintre très coté, hein, un hommage au tournesol de Van Gogh, confisqué par les Allemands à un collectionneur juif au début de la guerre. C'était de l'art dégénéré hein, dans le vocabulaire nazi, œuvre disparue, puis finalement retrouvée quelques 60 ans plus tard, par hasard, dans le salon d'une famille modeste. À partir de cette histoire, en partie réelle, donc encore un film à partir d'une histoire vraie, oui. Ouais, le réalisateur Pascal Bonitzer nous brosse le portrait qui se voudrait au vitriol du milieu des marchands d'art internationaux et de son personnel, petit et grand. Et également au passage aussi le portrait d'un milieu populaire ouvrier de l'Est de la France, en opposant les deux milieux bien sûr. Hein. Bon. Côté positif, on ne s'ennuie pas, des situations intéressantes et exotiques quand on ne connaît pas ce monde parisien ou new-yorkais pour qui l'art est avant tout prétexte à des transactions financières faramineuses, des personnages assez atypiques aussi, hein, entre le commissaire-priseur transfuge de classe, accro aux bagnoles de luxe et aux Rolex, c'est Alex Lutz, hein, impérial en charmeur cynique, son ex qui fait une fixation sur les baignoires, c'est Léa Drucker, sa stagiaire un peu mythomane, hein, Louise Chevillotte, au rapport difficile avec son papa, l'émouvant Alain Chamfort, et aussi l'avocate rentre-dedans de la famille ouvrière, c'est l'actrice Nora Hamzy. Alors, tous les acteurs cités sont excellents, hein, et les dialogues ciselés, bon film pour autant, pas si sûr pour moi. Tous ces personnages, je les trouve un peu gratuitement romanesques. Hein. Ils m'ont paru sonner creux, sans substance, et on se fiche un petit peu de leur état d'âme, à vrai dire. Hein. Le film tente d'illustrer les rapports de classe, finalement. Mais j'ai trouvé de manière maladroite. Alors, côté riche, c'est assez facile de tacler ce milieu, hein, mais il va pas aussi loin que Ruben Östlund et son sans filtre, par exemple. Hein. Pourtant, on est dans le même monde des nantis et de leurs valets. Hein. Je pense à la première scène du film avec une milliardaire assez gratinée, quand même. Hein. Et puis surtout, à la fin, tout le monde a l'air d'être exonéré, les riches s'auto-congratulant pour avoir donné un pourboire à la famille populaire, et j'ai pas vu d'ironie. Un beau pourboire. Oui, mais quand même, pour eux, c'est un pourboire, disons. Hein. Oui, 2 millions, ouais, c'est un pourboire. Et j'ai pas vu d'ironie, finalement,
c'est pas montré d'une manière ironique. Bon, alors côté pauvre, entre guillemets, on a une vision assez caricaturale, ou disons simpliste du milieu, entre le taiseux intègre qui habite encore chez sa chaleureuse maman et ses potes au vocabulaire restreint et qui sont limite louches. Bon, moi je sais pas, je trouve que c'est un peu des poncifs de ce côté-là. En fait, j'ai pas bien vu le propos du film et je sais pas s'il y en a un. Tout ça fait penser à un exercice de style un peu parisianiste qui ne sait pas trop où il va en voulant ménager chèvre et chou. Alors le réalisateur a brodé à partir d'un matériau de départ intéressant, un fait divers associé à un fait historique. Et ça nous donne une broderie finement ciselée, certes, mais assez vaine. Alors Pascal Bonitzer, critique ciné à ses débuts, scénariste et réalisateur presque octogénaire, j'ai vu. Il a écrit des dizaines de scénarios pour plein d'autres metteurs en scène, Rivette, Téchiné, Raoul Ruiz par exemple. Et il signe ici son dixième film. Bon, j'ai regardé un peu, aucun autre film m'a vraiment marqué avant. Si peut-être, je sais pas si tu as vu ça, Chercher Hortense avec Jean-Pierre Bacry, il y a une dizaine d'années. Bon, ce tableau volé ne restera pas vraiment dans mon panthéon de 2024, malgré son sujet intéressant et son casting impeccable. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Eh ben moi, j'ai pensé exactement la même chose que toi. C'est-à-dire que tu t'es pas ennuyé, mais bon... Voilà, j'aurais pu écrire ce que tu viens de dire. Mais d'ailleurs, tu l'as écrit, non ? Non, c'est ChatGPT qui l'a écrit. Non, mais dans ce film, j'ai trouvé qu'il s'est fait plaisir à écrire les dialogues. Je ne pense pas que ces dialogues existent véritablement. Ça fait vraiment des dialogues recherchés. C'est vrai qu'il y a des bons mots, des choses comme ça. C'est agréable à entendre. On prend plaisir à ça. Mais les personnages, je n'y crois pas. Je ne crois pas à la stagiaire. Je ne crois pas à Alex Lutz. À la limite, ceux dans lesquels je peux porter sur lesquels je peux porter crédit, finalement, c'est celui qui a trouvé le tableau. Là, je trouve que le portrait est assez juste pour ce gars qui demande rien à personne, et des vrais honnêtes comme ça existe. Je suis sûr que ça existe. Je serais même moins méchant que toi par rapport à la famille qui, finalement, je trouve, a un beau geste, puisque sans dévoiler, elle va partager, et de façon assez équitable avec l'inventeur, puisque c'est lui qui a retrouvé le tableau. Donc, comme tu l'as dit, c'est un film bien fait. En tout cas, avec l'histoire, on la suit. Mais d'un point de vue purement cinématographique, il n'y a pas grand-chose à tirer de ce film. C'est un film qu'on a vu, qu'on n'ira pas revoir, et qu'on aura peut-être plaisir dans 4-5 ans à se dire, tiens, un dimanche soir où on s'ennuie, pourquoi pas regarder ça sur France 2. Oh, mais non, on va dire aux gens d'aller le voir au cinéma quand même, ils nous enverront leur avis après. Oui, enfin moi je dis il y a beaucoup d'autres films beaucoup plus intéressants à voir que ce tableau volé, et je suis étonné comment la critique institutionnelle est dithyrambique sur ce film. Ils l'ont tous trouvé très bon. Moi je ne vois pas. Nous on n'est pas la critique institutionnelle, c'est pour ça. Can. Honey, you know I did. And each time I tell myself that when I think I've had enough, but when I'm gonna show you, baby, that a woman can be tough. I want you to come on, come on, come on, come on and take another little piece of my heart now, baby. Break another little bit of my heart now. Yeah.
streets, looking good, and baby, deep down in your heart, I guess you know that it ain't right. Never, 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 never heal me when I cry. Baby, I cry all the time, but each time I tell myself that well, I can't stand the pain. But when you hold me in your arms, I sing it once again. I said, come on, come on, come on, come on. Yeah, take another little piece of my heart now, baby. Take another little bit of my heart now, yeah. Have another little piece of my heart now, baby. Well, you know you got it, shine if it makes you feel good. I need you to come on, come on, come on, come on, and take another little piece of my heart now, baby. Break another little bit of my heart now, yeah. Come on now. Have another little piece of my heart now, baby. You know you got it. Take another little piece of my heart now, baby. Break another little bit of my heart, darling, yeah, yeah, yeah. Have another little piece of my heart now, baby. You know you got it, sure if it makes you feel good. Oh là là, quelle voix douce. Écorché. Pieces of My Heart de Janis Joplin, entendu récemment dans quoi? Dans La machine à écrire et autres sources de tracas, troisième volet de la série documentaire de Nicolas Philibert sur la psychiatrie, après sur l'Adamante, Averroès et Rosa Parks, et dont moi je n'ai pas parlé car je l'ai trouvé décevant par rapport aux deux autres, une sorte d'addendum un peu superflu. Si on parle de Janis Joplin, il y a un biopic déguisé d'elle, c'est The Rose The de Rose. Bette Midler dans les années 80. Et il y a plusieurs très beaux documentaires aussi sur elle, sur Janis Joplin. On va loin, je crois. On va à Ulan-Bator. Oui. Alors, je sais pas, souvenez-vous, il y a quelques semaines, on s'interrogeait avec un titre qui était « Si je pouvais hiberner ». Alors, souvenez-vous, ce film nous racontait les difficultés quand même de la population nomade, population parquée dans les banlieues justement de la capitale Ulan-Bator. Donc Capitale de quel pays déjà? De la Mongolie. D'accord. Là, on y revient, à Ulan-Bator. Alors, on a toujours les yourtes, les fumées des poêles à charbon sont également toujours là, et on retrouve Zé. Alors, Zé, il a 17 ans, c'est un garçon, il est chaman. Alors, chaman, c'est ceux qui font l'intermédiaire entre les esprits et les humains. Donc il y a un poste officiel de chaman là-bas. Là, il est reconnu Ah, comme ok. chaman. Je veux dire, il a des visions, il est capable de parvenir à la transe. Et pendant ces transes, d'ailleurs, on le voit, il change de voix. Il devient quand des familles ont besoin d'informations, ils font appel à lui. Alors, il est chaman, mais essentiellement quand même, il étudie assez dur pour réussir sa vie.
et dans un système scolaire qu'on connaît pas forcément, mais qui est assez dur. Hein. Ils sont habillés, ils ont des uniformes, hein, comme dans les théâtres, comme dans les écoles un peu anglaises, et il y a une discipline, on peut dire, de fer, hein, très très dur. Alors bon, on a l'impression que tout va très bien pour lui, hein, il va avoir certainement une vie qui pourra être intéressante, et tout va bien jusqu'à ce qu'il va intervenir à un moment donné dans une famille, parce qu'il y a une mère qui a besoin d'être rassurée, parce que sa fille va subir une opération chirurgicale cardiaque, et elle a un peu peur pour sa jeune fille. Et juste après la cérémonie, il y a la jeune fille assez incrédule à tout ce cérémonial, et qui dit simplement « Azé, escroc ». Donc là, à partir de là, la machine bien huilée va se gripper. Fini le bon élève sage. Hein, je pense qu'avec un système hormonal qui se met en place, avec l'arrivée de sentiments pour la junte féminine, ce garçon, il va complètement être déréglé. Alors ça va être école buissonnière, il va se teindre les cheveux d'un brun, il va passer au blond, il va passer aussi beaucoup d'heures dans les salles de jeux électroniques, et surtout, c'est ça aussi qui va être intéressant, un peu comme quand on voyait Louis de Funès qui devenait agueusique dans l'aile ou la cuisse, et bien lui, il va devenir incapable de retrouver ses capacités de chaman. Bon, alors ce film, en fait, derrière tout cela, c'est simplement le passage obligé de l'adolescence. Hein. Donc, bon, c'est un passage qui est vu côté Mongolie, et finalement, c'est pas si différent de ce que l'on connaît dans nos contrées. Alors, c'est traité avec délicatesse, et le jeune chaman est interprété par Tergelbord Edern, qui a été récompensé d'ailleurs au Festival de Venise. Au final, bon, il y a, hormis le côté un peu exotique pour nous, venant donc, ce film tourné et venant de Mongolie, c'est quand même d'une facture assez classique. Et je te dis que c'est, après, si seulement je pouvais hiberner, qu'on avait beaucoup aimé, c'est difficile de passer après. Voilà ce que je pouvais dire sur un jeune chaman qui doit être dans les salles, mais il faut y aller très vite. Bon, et il est temps maintenant de passer une deuxième couche. Les films évoqués récemment, qui nous ont plu, encore à l'affiche, peut-être à vérifier. Moi, c'est Borgo. Borgo qui est là, je pense qu'il va rester, il marche assez bien. Polar et film carcéral, situé en Corse avec la troublante Hafsa Erzi. Civil War, dystopie politique qui a 4 journalistes à la recherche d'un scoop dans l'Amérique à feu et à sang. Averroès et Rosa Parks, j'en ai déjà volé, comme le tableau, oh là là. Oui. Second volet de la trilogie donc de Nicolas Philibert sur la psychiatrie et le meilleur des 3. De ton côté? Alors, de mon côté, il y a un film qui est sorti déjà il y a quelques semaines, mais qui ressort au cinéma Jean Eustache de Pessac. Film très drôle qu'on avait beaucoup aimé. Donc, le titre original, c'était Petite lettre méchante, et qui a été traduit par Scandaleusement Vôtre avec Colman. Olivia Colman. L'autre, je sais plus. Je sais, mais donc un très film drôle. Très, très drôle que je vous conseille particulièrement. Alors, on a aussi le moustachu José Bové, dans une affaire de principe, et c'est Lanny Boulers qui interprète, et il y a aussi qui interprète José Bové, et aussi dans le film on a notre petite chérie de Fifi, Céleste Brunkel. Ouais, Céleste Brunkel, et puis aussi on a Thomas VDB que je trouvais pas mal. Que des Belges finalement. Dans ce film. Riddle of Fire. Riddle of Fire. Alors, oui, cette bande de 3 petits gamins, gamines qui vont partir à la recherche du Graal, et le Graal pour eux, c'est de trouver des œufs colorés pour faire une tarte
tarte aux myrtilles pour leur mère, parce que cette tarte aux myrtilles, une fois qu'elle sera faite, permettra d'avoir le code de la télé pour regarder, pour pouvoir jouer avec la nouvelle alors, console. Ça a l'air comme ça assez. Mais c'est sûr. Mais en fait, c'est très bien pour Ah, tout c'est- public. Hein. C'est très, très... Et le mal n'existe pas, dont tu nous as parlé la dernière fois. Tu le reconseilles ou pas? Alors, moi, je trouve que c'est intéressant. C'est pas aussi intéressant que Drive My Car. C'est pas le film japonais que je préfère. Et tous les gens avec un basket disent bah, j'ai pas tout compris Non. en fait. Hein. Et personne n'ose dire que... Ben, enfin, moi, j'ose vraiment le dire. La fin m'a posé un petit peu de soucis. Hein, ça dure 1 minute 30. Hein. Bon, on peut avoir plusieurs interrogations par rapport à cette fin. Est-ce qu'il y a d'autres films Non. dont on vous... Ils sont plus à l'affiche, ceux qu'on aimait bien. Dans le viseur, par contre, des films pas encore vus et qui nous ont fait envie. La planète des singes, ça te dit, toi, ou pas? C'est le 5e ou 7e volet, je sais pas. Oh là là, depuis le premier film de Schaffner, Franklin Charlton Schaffner, Heston, avec Charlton ouais, mais Heston. là, il y a eu des variantes. Moi, je Là, sais j'ai pas suivi. Peut-être. Alors là, j'ai vraiment pas suivi. J'ai pas forcément Alors, pas mal envie. de comédie, on a envie de comédie. Comme un lundi, ça c'est japonais et ça a l'air de se moquer du travail de bureau au Japon. L'Esprit Coubertin, comédie française aussi, dans la sortie est programmée au moment opportun, puisqu'il a l'air un peu de tacler l'esprit olympique, on va dire. Alors, On verra ça. il y en a un là qui est sorti ou qui va sortir, je ne sais plus exactement, que j'ai envie de voir. Là, on n'a pas parlé, mais c'est Comme un lundi. Oui. Là, c'est cette Mais comédie. c'est ce que je viens de dire. Mais non, t'as pas dit. Ah si, J'ai j'ai dit pas entendu. quoi? Si, c'est le même. Ah non, là, tu m'écoutes pas, Patrick. Ah bah. Tu voulais dire peut-être les petites mains. Alors les petites mains, alors voilà, tu le mets dans le viseur, mais il est déjà, Ouais, il est c'est déjà vrai. sorti, il est déjà sorti celui. Et puis alors un homme en fuite, c'est avec Bouillon, celui de Et Léa la, Drucker. la nuit du 12, hein. Ouais, ça a l'air d'être un thriller. Et j'ai repéré un polar bulgare noir, ça rime en plus, qui a l'air très très bien, ça s'appelle Blagaz Lesson. Sorti un peu plus tard, mais il y a le deuxième acte, hein, le dernier opus de Quentin Dupieux qui va faire l'ouverture de Cannes et qui a une bande annonce assez alléchante quand même. Et j'ai vu aussi Le Palace. Ah oui, mais c'est un film long de Dupieux, il fait 1h25. Tu as raison. Il fait 10 minutes de plus que la plupart de ses films. Le Palace, écoute ça, c'est Roman Polanski derrière la caméra et Fanny Ardant et John Cleese derrière la caméra. Alors, j'ai pas parlé parce qu'on va le mettre en bonus. Bien évidemment, la semaine prochaine, c'est le Festival de Cannes qui commence. Et là, on préfère faire une petite vignette à part que vous pourrez retrouver sur notre site que vous connaissez absolument tous. Il s'appelle... L'instanciné.fr. Ouais, c'est ça. Disponible sur toutes les plateformes. En bonus également, à part le petit topo que tu vas nous faire sur Cannes, on parlera de Amal, un esprit libre, et de La fleur de Buriti, deux petits films entre guillemets qui sont à l'affiche en ce moment. On se dit à bientôt, c'est ça? Oui, le 24 mai, normalement. Ouais. Au revoir. Au revoir à tous.